Salam alaikum Mazouf Laoun, bonsoir. Hier, nous avons dû quitter précipitamment les lieux à cause d'une alerte incendie. Je vous fais un peu le topo. Nous sommes dans un très grand immeuble où il y a plusieurs chaînes de télévision et autres entreprises du même genre. Et donc, quand la sonnerie d'alarme retentit, tout le monde doit quitter les lieux. Et c'est ce que nous avons fait. Et nos autres consoeurs, les autres chaînes de télévision ont été elles aussi obligées d'interrompre leur programme. Nous nous en excusons. Et donc hier, nous avons commencé à peine, j'ai eu à peine le temps de dire mon édito et de recevoir le premier invité. Il avait à peine commencé à s'exprimer que l'alerte a donc retenti. Aujourd'hui, nous allons nous passer d'édito. Nous allons directement passer à l'émission. Nous retrouvons les mêmes invités d'hier, sauf l'un d'eux que nous n'avons pas pu joindre malheureusement. Et donc aujourd'hui, nous recevons Nordin Awsat, universitaire et imam, auteur du livre « Au-delà des caricatures, le vrai visage du prophète Mohammed ». C'est un livre qui a eu beaucoup de succès en France, nous dit-on. Ensuite, nous recevrons Jamila Harshawi, orthopédagogue qui vit et travaille au Canada, et notre invité d'hier aussi, le professeur Christophe Oberlin, qui vient de publier un livre que nous vous présentons ici, L'échange, le soldat Chalit et les Palestiniens, aux éditions Éric Bonnier. Alors, je reviens donc au premier invité que j'avais annoncé, Nordin Awsat. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse d'abord vous exprimer sur ces fameux attentats qui défraient la chronique, des attentats terroristes un peu partout en Europe, et particulièrement celui de Bruxelles, le dernier en date. Nordin Awsat. Est-ce que Nordin Awsat est avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, merci d'être avec nous, Nordin Awsat. Et donc, je vous demandais de commencer par nous dire votre sentiment sur les attentats terroristes, le plus récent, disons, celui qui vient d'avoir lieu à Bruxelles. Vous avez bien dit vous avez, je dis, bien fait de préciser les derniers attentats, parce que, en fait, vous avez raison, ça commence à faire trop. Tout à fait. Donc, tout à fait. À Bruxelles avant-hier, donc en Turquie 3 fois pendant le mois de février, mois de mars, et aussi en Tunisie et partout. Les sentiments sont les mêmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nos sentiments, c'est toujours, bien entendu, l'indignation, le dégoût et la colère que ces attentats se suivent et continuent toujours à avoir lieu ici et là. Voilà. Vous êtes vous-même imam, n'est-ce pas? Pardon? Vous êtes imam vous-même? Oui, moi, je suis imam, oui, je suis imam ici en France depuis une trentaine d'années. Alors, dites-nous d'abord, pour nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux, qui ne sont pas musulmans, qui ne connaissent pas très bien la religion musulmane, qu'est-ce qu'un imam, en fait? Juste une personne qui conduit la prière, c'est-à-dire n'importe qui peut conduire la prière pendant l'office? Non, pas n'importe qui, bien entendu, fort heureusement. C'est quelqu'un qui doit être qualifié. Je ne dis pas que tout le monde, tous les imams ont la même qualification, ont les mêmes compétences et les mêmes qualifications, mais un imam, pour diriger la prière, il faut qu'il soit qualifié. Et aussi pour monter sur la chaire, à ce qu'on appelle le minbar, et tenir un discours, il faut aussi qu'il soit qualifié pour cela. Il faut qu'il ait les compétences, qu'il ait les connaissances, qu'il ait l'expérience, qu'il ait la sagesse de délivrer un discours qui soit un discours édifiant pour les gens, instructeur. Est-ce qu'il est nommé par les autorités du pays en question où il exerce son culte, son office, ou est-ce que c'est la communauté des fidèles qui le désigne?
Vous avez plusieurs types, vous avez plusieurs statuts. En général, ici en France, vous pouvez dire que les 90% des imams sont choisis par l'association qui gère le lieu de culte. Les 90%, je dis bien. Et le reste, ce sont soit des imams qui sont délégués par des pays comme l'Algérie, la Turquie ou le Maroc un peu. Et justement, expliquez-nous un peu cette position d'imams qui continuent d'être désignés et même rémunérés par les pays d'origine d'où ils viennent. Et c'est un peu une guerre de tranchées, hein, en France par exemple, entre divers imams venus de divers horizons, j'allais dire. Je n'ai pas compris la première partie de votre question, excusez-moi. La première partie est, est-ce qu'il est normal que des pays autres, ceux qui sont des pays d'origine de la communauté qui vit en France par exemple, puissent désigner des imams pour exercer en France et même puissent les rémunérer. C'est-à-dire qu'elle a sur eux une forme, oui. Elle exerce sur eux une forme de pression. Écoutez, ce qui n'est pas normal, c'est plutôt le deuxième point que vous avez cité. Ne soyons pas dupes. Si l'imam est rémunéré par le pays d'origine, enfin le pays qu'il a envoyé ici en France, bien entendu que cet imam-là doit faire attention à suivre la ligne directrice du pays qu'il a envoyé, qui le rémunère. C'est normal. Je dirais qu'il y a pire que ça. Il y a pire que ça, c'est que non seulement que cet imam subisse une pression, mais que pour certains se sentent en mission pour le pays et non pas pour la religion. En France, il y a encore, on n'arrive pas à combler tous les besoins de toutes les mosquées, moyennes, petites ou grandes, ici en France. Donc il y a toujours un besoin qu'il y ait des imams qui viennent de l'étranger, notamment des pays musulmans. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ces imams-là, ou que les pays qui les envoient, essayent de faire de ces imams-là plutôt des prêcheurs pour le pays et non pas des prêcheurs pour la religion. Justement, c'est là où le bas blesse. Beaucoup de fidèles se plaignent justement de cet état de fait. Et pourquoi au sein de, j'allais dire, du clergé, si tant est qu'il existe, de la hiérarchie, disons, pour ne pas faire du mimétisme, pourquoi ne pas adopter une position claire et uniforme concernant la rémunération et la désignation de tous les imams qui exercent dans ces pays de la diaspora? Tout simplement parce qu'en fait, en France, le niveau de l'organisation, ou plutôt de désorganisation des associations et fédérations musulmanes est tel qu'il ne peut pas y avoir d'entente sur ce point. Comme il n'y a pas d'entente encore sur des points encore plutôt majeur. Quand on sera encore d'accord sur les horaires de prière ici en France et qu'on ait un seul calendrier, et quand on arrive à être d'accord pour le début et la fin du Ramadan ici en France, je pense que à ce moment-là, on peut envisager d'être d'accord sur quel imam peut venir, quel imam ne vient pas, ou quels sont je dirais, les critères qui sont requis pour qu'un imam vienne prêcher ici en France, et encore moins pour le rémunérer et subvenir à ses besoins tout à fait normaux. Mais sinon, en attendant que cela arrive, si tant est que cela arrivera un jour, est-ce que les imams de France ont une position commune, une position claire pour ce qui est de la perpétration de ces attentats contre des innocents dans des lieux qui n'ont rien à voir avec des champs de guerre, j'allais dire. Est-ce qu'il y a au sein des imams de France et des organisations du culte, est-ce qu'il y a une position, une attitude claire, tranchée? Absolument, absolument. Je dirais absolument, et tout naturellement d'ailleurs, et tout naturellement,
parce que en fait ces actes-là qui sont des actes qui sont complètement de la violence et de la terreur aveugle, elle ne peut être soutenue par aucun imam. Aucun imam ne peut, je dirais, prétendre à être imam dans un lieu de culte, quel qu'il soit, petit, moyen ou grand, s'il pouvait, je dirais, rêver ou penser à soutenir ces actes-là. Impossible. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que quand, après les attentats de novembre, notre exécutif ici en France, le Premier ministre, ont déclenché des opérations de perquisition dans certaines mosquées et surtout quand ils commençaient à inquiéter quelques imams, j'étais le premier et d'autres, malheureusement pas très nombreux, l'ont fait, à dénoncer cela parce que ce discours de soutien, de sympathie ou d'encouragement à ces actes-là, il ne peut exister, il n'existe plus d'ailleurs depuis au moins une vingtaine d'années ici en France. Ça a pu exister à un moment au début des années 90, je dis bien le début des années 90, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai. D'ailleurs, il ne peut pas exister puisque ça relèverait du droit pénal, apologie du terrorisme, et que ça mettrait éventuellement les auteurs d'une telle attitude sous le coup de la loi. Mais sinon, si cette attitude n'existe pas, en effet, il faut dire que l'attitude inverse, celle qui consiste à aller franchement sur le terrain, dénoncer sans condition et sans nuance ce terrorisme criminel, n'existe pas non plus. Il n'y a pas un véritable engagement des imams de la diaspora, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, n'importe où, contre le terrorisme d'une façon vraiment déterminée, même si cela ne les empêche pas de dénoncer les autres terrorismes aussi qui prennent pour cible des populations musulmanes dans d'autres pays. Absolument. J'ai deux points, enfin deux réponses. La première, c'est pas seulement par rapport au pénal, c'est pas seulement parce que ces propos-là ou bien une manifestation d'un soutien ou d'une sympathie à ces actes-là, aux auteurs de ces actes-là, tombent sous la loi que les imams ne le font pas. Ils ne le font pas tout simplement parce que ces actes-là sont insoutenables et ces actes-là sont antinomiques et sont incohérent avec les enseignements de l'islam. Ça, c'est la première raison pour laquelle les imams, aucun imam ici en France ne peut soutenir ces actes-là. Ça est pour la première partie de votre question. Sinon, pour la deuxième question, je pense que c'est depuis longtemps que la dénonciation par les imams de façon claire, comme vous l'avez dit, et sans restriction, sans nuance, sans mais. C'est pas sans aucun mais, si vous voulez, c'est ces actes-là. Personnellement, je vous citerai juste un exemple. Moi, personnellement, depuis 2006, ce livre-là, dont le titre est Au-delà des caricatures, le vrai visage du prophète Mohammed, et sur lequel il est écrit ici, livre pour l'ouverture et le dialogue, à la page 100 et à la page 101 de ce livre-là, j'écris bien en noir sur blanc, les poseurs de bombes sont des terroristes et non des djihadistes. Et je dis quelque part, si je ne vous cite pas la date, si je ne vous ai pas cité la date à laquelle j'avais écrit ce paragraphe-là, vous diriez qu'il a été écrit au lendemain des attentats de Bruxelles ou ceux de Paris. Regardez ce que je dis, ça c'est en 2006. Et le livre, il a été mis dans les mains, je dirais, de plusieurs hommes politiques, même l'ancien président, le Premier ministre actuel, beaucoup de ministres, des hommes de l'exécutif local, des préfets, des sous-préfets, etc. Mais on reste toujours, je dirais l'opinion, on reste toujours sur cette position comme quoi les imams n'ont pas suffisamment dénoncé ou n'ont pas, pour certains, carrément dénoncé. Regardez, écoutez ce que je dis dans ce paragraphe, dans la page 101 de ce livre. Je dis, ni le Coran, ni la Sunna ne saurait leur servir, c'est-à-dire pour les poseurs de bombes. Voilà, je dis, disons-le clairement, les poseurs de bombes et les kamikazes
tant dans le monde musulman qu'en Occident, agissent surtout pour des raisons géopolitiques et idéologiques. Ni le Coran ni la Sunna ne sauraient leur servir de justificatif ou d'argument. Écoutez bien ce que je dis après. Poser une bombe dans un lieu public, se faire exploser au milieu de civils dans un mariage à Amman, parce que c'était arrivé à cette époque-là, ou dans une station de métro londonien, ou encore poser une bombe dans un train madrilène ou dans un métro parisien, sont des actes criminels et abominables. L'islam ne saurait cautionner de tels actes. L'islam, religion que Dieu a agréée à l'humanité, ne saurait soutenir cette violence aveugle. Et j'en parle encore et je définis. Donc c'était déjà en 2006. Ça ne m'empêche pas de vous faire remarquer. Je salue votre courage et votre engagement, personnellement, c'est mon point de vue personnel. Mais ça ne m'empêche pas de dire que les gens comme vous qui prennent de tels engagements sont trop rares. Ou alors il y en a de plus en plus, mais dans le genre Chelroumi. Vous êtes avec nous, Nordin Aoussat? Oui, moi, j'ai quelques secondes, mais allez-y, vous avez dit qu'ils sont très rares, oui? J'ai dit que les gens comme vous, dont je salue l'engagement, sont très rares, qu'ils devraient être plus nombreux, plus à même d'aller comme vous au charbon. Mais que malheureusement, il y en a aussi de plus en plus en ce moment, mais ils sont plutôt du genre de Chelroumi, qui ne règlent rien et qui sont dans l'autostigmatisation, j'allais dire, presque comique. Si elle n'était tragique. Oui. Oui, alors donc j'aimerais vous entendre commenter, puisque vous venez de nous parler de ces engagements comme le vôtre de gens qui ne craignent pas d'aller au fond des choses et de dénoncer des criminels qui se font passer pour des martyrs. Mais j'aimerais aussi vous entendre nous parler du genre de Chelroumi et des gens comme lui, qui sont de plus en plus nombreux et qui sont une véritable caricature du militantisme antiterroriste. Oui, nombreux, tant mieux, je dirais, alhamdoulilah, pas tant que ça. Hein. Ils sont 2 ou 3, allez, disons, à la limite, ils sont 5 imams de ce genre, hein, du genre de Chelroumi. Ils ont l'audience, les médias leur accordent l'audience qui laisse penser qu'ils sont des centaines. Ils sont partout, ils sont omniprésents. Oui, ils sont présents parce que les médias, bien entendu, ça c'est pas que depuis 2 ou 3 ans, ça fait depuis longtemps. Moi, personnellement, ça fait 30 ans que je suis en France et je n'ai vu que ça. C'est-à-dire que je dirais, les invités de marque qu'on invitait dans les années 90, début des années 2000, je dirais que depuis 2000, début des années 2000, on n'a pas vu un seul, sinon très très rare, invité à la télévision qui honore, je dirais, le message de l'islam et qui honore la voix de l'islam avec un X. Sinon, Chelroumi, pour moi, franchement, je ne le calcule même pas. Ni lui, quand c'est un clown, il devrait avoir honte lui-même de l'image qu'il donne de lui-même. Pas cette image qu'il donne de l'islam parce qu'elle est loin de lui, mais l'image qu'il donne de lui-même quand il parle et qu'il ne sait même pas parler. Mais vous ne pensez pas que les autorités françaises... Est-ce que vous ne pensez pas, Nordin Aoussat, vous qui êtes imam, qui êtes un intellectuel, qui êtes un musulman engagé, qui êtes un Français qui est au fait des grands enjeux de sa société, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait peut-être temps d'attirer l'attention des autorités françaises et des médias qui amplifient les interventions de ce genre de gens, de leur dire attention, ces gens ne sont pas en train de calmer le jeu, ne sont pas en train d'amener les gens à plus de tolérance ou à plus de compréhension, mais ils sont en train d'exacerber les haines. Est-ce que vous ne pourriez pas le leur dire? Absolument, on l'a dit, on l'a écrit. Pas plus loin que la dernière semaine de décembre. Pas plus loin que la dernière semaine de décembre, j'ai écrit une lettre adressée au président que j'ai fait publier sur Mediapart, donc mon blog sur Mediapart, dans laquelle j'ai attiré l'attention du président sur ce qui se fait, ce qui se dit sur l'islam, et même sur les choses essentielles, importantes, très graves,
qui ne sont pas dites par les spécialistes de l'islam, notamment par exemple le livre de Daesh, Idarat al-Tawahush, qui est le livre qui porte l'idéologie de Daesh. Mais on n'est pas écouté, ça ne les arrange pas qu'ils invitent quelqu'un qui parle et qui ait une parole libre. C'est plutôt quelqu'un qui soit un pantin, quelqu'un qui soit et qui dirait des mots qui ne sont même pas sensés. Et pire encore, c'est que quelqu'un qui va dans le sens d'un extrémisme qui fait face à l'extrémisme de ces poseurs de bombes. Restez avec nous, Nourdine Aoussad, je reviens à vous dans un moment. J'accueille à présent Jamila Harshawi, que je remercie d'être avec nous. Jamila Harshawi, qui est orthopédagogue au Canada. Dites-nous un peu, quelle a été la répercussion des attentats, des derniers attentats, du dernier, celui de Bruxelles, d'abord au Canada, là où vous vivez? Je vous dis d'abord bonsoir à tous et puis bonsoir aux auditeurs et à vos invités, à vous également. Donc ici, les attentats ont été donc accueillis comme tout le monde, donc avec consternation. Les gens ont très peur que ça se passe ici depuis un certain temps déjà, parce que ici aussi, on peut dire que le discours raciste et xénophobe a été un peu banalisé depuis que la charte a été proposée par le Parti québécois. Dites-nous deux mots sur cette charte, justement. Essayez de nous expliquer en très peu de mots, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette charte? En fait, quelle est cette charte donc? En résumé, donc, ce qui a été le plus dans cette charte-là, c'est une charte en fait qui mettait surtout l'accent sur le voile. Donc le port du voile dans la fonction publique devait être donc interdit. Et ça avait justement provoqué justement une onde de choc. Donc c'était il y a eu des groupuscules d'extrême droite en fait qui ont profité de ces turbulences. Et heureusement que le Parti québécois donc a été en échec après les dernières élections. Et il y a eu justement une très grande remise en question depuis. C'est que le Parti québécois a revu justement. En fait, il y a eu beaucoup c'est-à-dire qu'il a presque perdu son identité, hein, selon nous, le Parti québécois de Jacques Parizeau, à ce qu'il était à l'époque, de René Lévesque. C'est tout à fait autre chose parce qu'avant ils étaient pour la cause palestinienne, puis par la suite, donc il y a eu de nouvelles figures en fait qui ont complètement défiguré un peu. Hein. Donc le Parti québécois n'est plus ce qu'il était. Il y a eu comme une rupture avec la jeunesse. Donc ils n'étaient pas en écoute en fait. Depuis un certain temps, les musulmans font partie du paysage en fait. Depuis quelques années, il y a beaucoup d'enfants en fait qui sont dans des garderies. Les femmes donc portent le voile. On rencontre des femmes partout dans la vie publique. Les étudiants aussi, des étudiantes qui sont en voile dans les universités, et donc les gens communiquent entre eux, les jeunes se connaissent, donc on parle davantage d'islam. Par contre, dans les autres villes où il n'y a pas la présence musulmane, les gens sont restés un peu plus fermés, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui est musulman, parce qu'ils ne connaissent pas en fait. Le fait d'avoir divorcé avec la religion, les gens ne savent presque plus ce que signifie la religion depuis qu'il y a la laïcité. Et donc l'islam, c'est encore plus étrange pour eux. Mais Jamila Harshawi, est-ce qu'au Canada aussi, à l'instar de l'Europe, de la vieille Europe, est-ce qu'il y a aussi ce discours, j'allais dire, cet intox, cette désinformation ambiante, subliminale, qui essaye de faire passer le message, ce message particulièrement destructeur qui veut que qui dit islam dit terrorisme, dit arriérisme, dit des gens rétrogrades qui vivent au Moyen-Âge. Est-ce que ce genre de discours existe? Je vous pose la question à plus forte raison que je sais qu'il y en a même qui sont d'origine musulmane. Je pense à une certaine écrivaine qui font feu de tout bois, qui utilise justement ces peurs, qui agite ces épouvantails en guise de fonds de commerce pour pouvoir se frayer un chemin politique ou autre. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce discours, justement, existe, ces amalgames,
ce climat de tension. Et surtout, ça a commencé quand la charte a été proposée. Et ce que nous avons remarqué, en fait, c'est que vous avez parlé de cette écrivaine, justement, il n'y a pas qu'elle. Il y a des gens, je veux dire, qui sont maghrébins ou surtout algériens, je dis bien algériens, et surtout kabyles, qui sont des identitaires extrémistes. Pas tous les Kabyles, là, il faut bien préciser, Jamila Harshawi, pour ne pas faire d'amalgame dangereux. Peut-être dites plutôt une minorité de berbéristes, qu'ils soient kabyles ou non d'ailleurs. Oui, moi étant kabyle, en fait, je peux pas être contre les kabyles, ça peut pas, ça se peut pas en fait, hein, c'est un non-sens. Mais je veux dire qu'il y a, quand je dis kabyle, ça veut pas dire que je parle de la nature, je veux dire en tout cas, de l'identité, je parle pas de l'origine ou d'un aspect ethnique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des groupuscules en fait d'extrême droite c'est des opportunistes en fait qui ont profité de ce jeu politique malsain, de ce climat en fait, et qui ont justement poussé le bouchon plus loin et qui ont en fait, le Parti québécois est un parti identitaire aussi en fait, donc nationaliste, et eux ont profité en fait de ce climat-là et ont exagéré. Cet écrivain aussi, cette écrivaine que vous me dictez justement, dont vous parlez, elle aussi a profité de cette situation. Donc politiquement, c'est des gens qui ont été opportunistes. Et ça a exacerbé un peu les choses. Et curieusement, ce sont ces gens, plus que les extrémistes du cru, j'allais dire pure laine, qui ont semé la peur plus que tout le monde, quoi. C'est incroyable. Ce sont les gens qui viennent de ces pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, j'ai bien envie de parler aussi de cas d'imams, par exemple, dans tout ce qui est déradicalisation politique, de déradicalisation et tout. Mais avant ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que les Québécois, en fait, ont rompu. En fait, il y a eu une rupture avec la religion, donc ils sont très loin de la religion. Fait que ces gens-là, ces groupuscules, vu que nous avons vécu une décennie noire, et donc ces gens-là, comme par exemple cette écrivaine, donc on constate que dans son livre, il y a plein de mensonges. C'est des gens qui n'étaient même pas connus en Algérie, mais qui ont trouvé le moyen de mentir. Je rappelle le titre d'un de ses livres, Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est tout dire, c'est tout un programme là. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Eux, ils prétendaient connaître les musulmans et en expliquant aux Québécois ce que c'était le terrorisme parce qu'on l'a vécu. Et donc c'est comme ça qu'ils ont profité de la situation pour les informer en fait sur ce que c'est l'islam, ce que c'est l'islamisme et tout, alors que eux sont des gens d'extrême droite en fait. Eux-mêmes déjà ne connaissent pas grand-chose de l'islam. Et donc, ils ont profité de cette situation. C'est comme ça qu'ils ont enseigné en fait un islam tordu aux Québécois. Et la plupart, maintenant, les gens sont de plus en plus méfiants par rapport à ça. Mais Jamila Harshawi, oui? Au Canada, au Québec très particulièrement, il n'y a pas de ghettoisation des populations d'origine des pays du Sud, comme vous par exemple. Ils sont très intégrés, il n'y a pas de véritable discrimination à l'emploi, il n'y a pas de stigmatisation systémique, j'allais dire. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faire basculer la société québécoise ou canadienne dans ces travers que nous connaissons aujourd'hui dans la vieille Europe? En fait, moi personnellement, je trouve que les Québécois prennent beaucoup de recul. En fait, ils ont une certaine humilité. C'est des gens qui sont en général très humbles. C'est des gens qui prennent le temps de comprendre les choses. C'est vrai qu'au niveau de la stigmatisation, ça existe et ça a existé, surtout depuis qu'il y a eu la charte. Il y a eu des femmes qui ont été bousculées dans la rue, qui ont été crachées, on leur a craché dessus. Il y a aussi un taux de chômage assez élevé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une grande remise en question. Les gens voient qu'il y a des attentats en France, que le discours xénophobe, n'aboutit pas, parce que en fait, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de conférences qui se tiennent. Et depuis les attentats, justement, les musulmans se mobilisent aussi. Donc, on se mobilise pour aller vers les gens, pour leur expliquer, pour mener des campagnes, aller vers l'autre.
Donc les gens ont tendance à banaliser, je veux dire, plutôt, je veux dire, à être plus aller vers l'autre, c'est-à-dire que communiquer. Et quand il y a des conférences, il y a beaucoup de monde qui viennent, malgré que les médias font le contraire, c'est-à-dire que les médias profitent aussi. Je veux dire que ça devient très lucratif, l'islamophobie. Alors, un dernier mot, Jamila Harshawi, si vous permettez. Parlez-nous un peu de la venue récente de Marine Le Pen au Canada. On dit, au Québec, on dit que ça n'a pas été très fort pour elle, qu'elle pensait être mieux reçue qu'elle ne l'a été. Ben justement, elle a été mal reçue et il y a eu des jeunes qui se sont présentés au nom du Parti québécois et donc le chef du parti sur son Facebook a réagi tout de suite en disant que c'est des gens qui ne représentent pas du tout le Parti québécois et il a mis un peu les points sur les i. Et ça a été perçu par pas mal de personnes comme étant un pas positif. Bien qu'il y a encore des gens qui sont très rancuniers par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'ils ont subi, en fait, concernant, par exemple, le chômage, la perte d'emploi, concernant beaucoup de choses. Le Parti québécois a pris le temps, en fait, je crois qu'il y a eu une grande remise en question, et c'est à saluer de leur part que de faire un peu marche arrière, c'est-à-dire d'essayer de corriger en fait ce qui n'a pas marché. Il n'y a pas que ça, mais entre autres, il y a ça qui n'avait pas fonctionné. Donc c'était un échec cuisant pour eux. Et il y a eu beaucoup de critiques même de personnes qui font partie du Parti québécois, des anciens leaders et tout, qui ont émis beaucoup de critiques par rapport au Parti québécois, à leurs erreurs. Et justement, Marine Le Pen a été mal reçue en fait sur le Facebook. On voit que les gens ont été très n'ont pas aimé le fait qu'elle leur demande de faire attention, et parce qu'ils savent que beaucoup de personnes sont lucides et savent que la France, elle a un passé colonial qui n'est pas, je veux dire, historiquement, c'est pas la même chose avec le Québec. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été influencés par les Français. C'est ça qui est dramatique. Et depuis un certain temps, il y a beaucoup de Français qui viennent ici et pour des raisons économiques, pour travailler et tout. Et ils ont été un peu contaminés un peu par ce discours, mais ils prennent le temps de discriminer, de voir un peu, de distinguer les choses et de savoir que c'est différent, que la France a un passé colonial, qu'il y a un antécédent et que c'est pas la même chose. Jamila Harshawi, restez avec nous. Nous allons recevoir Christophe Oberlin, chirurgien et militant très connu pour la cause palestinienne. Nous allons donc lui poser quelques questions, lui demander de nous dire son avis sur ces questions. Et après, nous observerons un petit intermède. Nous remercierons le professeur Christophe Oberlin et Jamila Harshawi et nous garderons avec nous Nordin Aoussat qui assistera donc à l'ouverture du standard et qui pourrait éventuellement répondre aux questions de nos téléspectateurs. Christophe Oberlin, merci d'être avec nous. Donc, nous venons de présenter votre livre, L'échange, sujet de l'échange prisonnier palestinien et le soldat Shalit, aux éditions Éric Bonnier. Et donc, merci d'être avec nous, professeur Oberlin. Monsieur Benchenouf. Merci. Alors, d'abord, dites-nous un peu, essayez de nous dire ce que cet attentat a soulevé d'émotions, de réactions au sein des sociétés occidentales. Comment... Écoutez, moi je vis à Paris dans le quartier, si on peut dire, des attentats, puisque je suis passé en bicyclette devant Charlie Hebdo le jour de l'attentat et 1 heure après, sans savoir qu'il avait eu lieu, une demi-heure après. Et les attentats de la rue de Charonne, du Bataclan et tout ça, c'est dans mon quartier. Et je dois dire que certains... j'ai été touché personnellement parce que certains sont de personnes, des amis de mes enfants, des amis d'amis ont été tués dans ces attentats. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que étant un habitué de voyage en Palestine depuis une quinzaine d'années, je connais infiniment plus de Palestiniens qui ont été touchés par de véritables attentats, des familles entières qui ont été décimées, certains de mes élèves à Gaza qui ont été tués. Et donc, tout ça fait que lorsque ça se passe chez nous, si j'ose dire,
on est d'une sensibilité extrême et puis on a une espèce de rideau qui tombe lorsque ça se passe ailleurs. Et en particulier, on a beaucoup moins parlé des attentats en Turquie que de ce qui s'est passé à Paris. Alors vous me direz, tout ceci est naturel, mais je crois que la réaction qui a été celle de certains politiques, de se mettre à la place des Israéliens et de dire, vous voyez, vous vivez en ce moment ce que nous vivons en Israël, je crois que c'est tout à fait déloyal, parce que ce qui est vécu, eh bien, c'est le quotidien des Palestiniens, des gens qui sont massacrés en Irak et en Syrie, et qui sont comme nous des gens hautement éduqués. Alors moi, ce qui me choque le plus, si vous voulez, dans ces attentats, c'est l'interdiction qu'il est faite pratiquement dans les grands médias de se poser la question du pourquoi. Dès qu'on évoque le pourquoi, et ça a même été dit d'une façon scandaleuse par le Premier ministre, dès qu'on évoque la question du pourquoi, dès qu'on essaye de comprendre, c'est-à-dire qu'on approuve. Christophe Oberlin, avant d'en arriver à cette question très importante du pourquoi, dont je vous remercie de l'avoir suscité, j'aimerais d'abord que vous me disiez comment se fait-il, qu'est-ce qui a été fait pour que les opinions occidentales ne perçoivent pas de la même manière des carnages qui se passent ici et des carnages qui se passent là. Pourquoi ne voit-on pas, par exemple, que dans des pays musulmans, des gens sont broyés, meurtris, hachés menus sous un déluge de feu et d'acier tous les jours que Dieu fait. En quelques années, le bilan qui a été fait aléatoire est de 4 millions de morts. Et les gens ne voient pas que ce sont aussi des êtres humains qui meurent sous les bombes, qui meurent dans des attentats, qui meurent exécutés de façon sommaire dans les rues. Personne ne voit. Et pourquoi, quand ça se passe en Europe, il y a une telle, j'allais dire, compassion, il y a une telle empathie, il y a une telle sympathie pour les victimes? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir formater les gens et conditionner leur réaction selon qu'il s'agisse des uns ou des autres? Non, mais je crois que ce que vous dites est un terrible réquisitoire et c'est vrai malheureusement. Je crois que nous ne sommes pas sortis de l'époque coloniale. L'égalité, ça va comme ça dans les mots. La France n'est pas le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme, ce qui est tout à fait différent. Et les médias participent à cette construction. Vous avez cité tout à l'heure ce personne tout à fait exécrable que nous méprisons tous et qui fait honte aux musulmans, mais pas seulement aux musulmans en France. Mais cette personne n'est qu'un instrument. Et donc c'est un immense... c'est sa propulsion au premier rang des médias, le fait qu'il soit invité très régulièrement, eh bien c'est véritablement une façon de nous montrer quelqu'un qui, entre guillemets, ne va pas nous faire de mal et qui entretient justement cette image du musulman, de l'arabe, un petit peu idiot, qui finalement nous fait rire un peu, mais qui au fond nous est très 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 inférieur. C'est cette organisation de l'infériorité de l'autre, eh bien, qui est la cause qu'une bonne partie de notre population, en particulier de la classe politico-médiatique, eh bien, a le plus grand mépris pour tout ce qui touche aux pays arabes ou à l'islam, sauf lorsqu'il s'agit d'aller vendre des armes de destruction massive. Donc il y a un très gros travail à faire, mais contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne suis pas si pessimiste que ça, car je crois qu'on voit véritablement des craquements dans l'opinion. Je crois que la manière sécuritaire, la réaction sécuritaire, les restrictions du droit, la restriction de la liberté d'expression à laquelle nous assistons, eh bien, montre une certaine fébrilité de l'autre côté, et je crois que l'opinion publique va finir par triompher. Quand je ne sais pas très bien, mais je reste optimiste vis-à-vis de nos concitoyens. Venons-en à présent à ces raisons profondes que vous évoquiez, qui sont des raisons et d'autres de ce qui se passe, de cette violence qui se déchaîne. Les raisons profondes, c'est des raisons qui sont à la fois ici et là-bas, mais avant tout là-bas. Souvenez-vous, lorsque le président a décidé d'envoyer les premiers avions, il y a déjà maintenant un peu plus d'un an, dans la semaine qui a suivi, un de nos compatriotes a été tué dans des conditions atroces en Algérie. Il se trouve d'ailleurs que c'était un ami de l'un de mes excellents amis. Quand je vous disais qu'on peut être touché personnellement, c'est vrai, vous voyez. Donc il y a eu
un enchaînement dramatique absolument mécanique. Nous le savions. Et vraiment, les historiens n'auront pas beaucoup de travail à faire pour raconter ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. Lorsque le président de la République, M. Chirac, a décidé de ne pas aller en Irak, eh bien, mécaniquement, il y a eu les attentats de Londres, il y a eu les attentats de Madrid. Et j'étais d'ailleurs en Palestine, à Gaza, au moment des attentats de Londres, et je n'étais pas au courant, je n'avais pas suivi les informations, j'ai vu arriver des responsables du Hamas qui sont venus me dire avec énormément de détermination et presque de colère à quel point ils désapprouvaient ce genre d'action et à quel point ils considéraient que c'était véritablement non seulement contre-productif, mais que c'était une catastrophe pour des mouvements d'islam politique qui sont des mouvements démocratiques. Au moment des attentats de Charlie Hebdo, le premier des étrangers, vous savez, je voyage beaucoup, j'ai cette chance, eh bien, le premier des étrangers qui m'a appelé, eh bien, c'était un responsable du Hamas de Gaza. Autrement dit, cet amalgame aussi qu'on essaye de nous faire entre Daesh, le Hamas et d'autres groupes, eh bien, cet amalgame à la vie dure, et je crois que nos journalistes, effectivement, ne font pas leur travail en ne débrouillant pas tout ça. Mais justement, est-ce qu'ils ne font pas seulement leur travail ou est-ce qu'ils procèdent d'une action délibérée de désinformer, puisque dans ces eaux-là, et j'en sais quelque chose, le simple fait d'adopter un angle d'attaque pour parler d'un sujet et pas un autre peut vouloir conditionner les masses, comme on dit. Comment peut-on en arriver à faire croire à des opinions publiques occidentales qui sont l'un dans l'autre, disons, assez évoluées, assez émancipées? Comment peut-on arriver à leur faire croire que c'est la même chose, Daesh et Hamas de Palestine? Comment peut-on arriver à leur faire admettre cette grosse couleuvre, à leur faire avaler? Ben, on leur fait pas admettre, c'est-à-dire qu'on ne les informe pas. Qui aujourd'hui, dans les grands médias, va tendre le micro à quelqu'un qui est plus ou moins inscrit dans l'islam politique? L'islamisme est devenu, dans nos contrées, est devenu une injure. Je lisais, il y a un article publié dans La Croix il n'y a pas longtemps où l'on rappelait la définition des mots. Et c'est vrai que les mots sont utilisés à tort et à travers, et notamment par les plus hauts responsables de notre vie politique. Lorsque Monsieur le Premier ministre nous explique que l'antisémitisme c'est interdit, le racisme est évidemment une chose hautement condamnable. Les actes racistes sont interdits par la loi, mais aucunement la pensée raciste n'est interdite. Vouloir interdire la pensée, c'est obtenir exactement l'inverse du résultat que l'on souhaite obtenir. La lutte contre la pensée raciste, eh bien, c'est la pédagogie, ce n'est pas la politique sécuritaire, ce n'est pas cet affichage scandaleux qu'on voit aujourd'hui, et notamment dans Paris. Je parle en connaissance de cause. J'habite dans une petite rue avec une école de la République à 50 mètres et une école, je dirais, une école ultra-orthodoxe, Lubavitch, en face de chez moi, avec 3 soldats avec des fusils mitrailleurs toute la journée. Quelle image, quelle formation donne-t-on aux jeunes Français, quelle que soit leur confession, lorsqu'on le brosse, lorsqu'on le montre, lorsqu'on suscite une angoisse à ce point-là, qu'elle s'agisse des jeunes Lubavitch ou des autres? Tout ça n'a véritablement aucun sens, sauf si l'on cherche à monter les communautés les unes contre les autres. Et c'est ça le grand reproche que l'on pourrait faire à nos dirigeants avec ces attentats. Au lieu de chercher la cohésion du groupe, eh bien, ils ont désigné des directions, et aujourd'hui, eh bien, lorsqu'on est une tête d'arabe, eh bien, on n'ose même plus courir dans les rues de Paris. Tout ça paraît suspect. Donc, on a véritablement une réaction catastrophique, qui est une réaction sécuritaire. C'est une réaction où le droit commence à en prendre un coup, et comme ceci a été d'ailleurs très bien dit plusieurs fois, lorsqu'une population eh bien, accepte un peu moins de droits pour un peu plus de sécurité, elle ne mérite ni l'un ni l'autre. Je crois que nous sommes tombés complètement dans ce travers. Christophe Oberlin, merci beaucoup, en espérant vous revoir plus souvent dans nos émissions. Jamila Harshawi, nous vous remercions. Nous allons observer un court intermède et nous revenons vers nos téléspectateurs pour leur ouvrir
le standard et Nordin Aousset restera avec nous éventuellement pour pouvoir répondre aux questionnements des téléspectateurs ou à leurs commentaires. À tout de suite.
Nous allons donc ouvrir le standard. Les numéros vont s'afficher au bas de votre écran s'ils ne le sont déjà. Et nous allons recevoir vos appels. Nordin Aoussat restera avec nous pour répondre éventuellement à vos questions ou à vos commentaires. Nordin Aoussat, vous êtes avec nous? Avec vous. Très bien. Alors, avant de recevoir le premier appel de nos téléspectateurs, dites-nous, parlez-nous un peu, de façon assez brève, de cette, j'allais dire, de cette responsabilité collective qu'on impute aux musulmans à chaque attentat, comme s'ils devaient répondre de ce que commettent quelques illuminés isolés. Je dirais que la responsabilité, il ne faudra pas s'en lasser de le rappeler. Donc, il y a certains, et ça commence un petit peu à se répandre au sein de la communauté des musulmans, de dire il ne faut pas se justifier, il ne faut pas se justifier. Non, même s'il ne faut pas se sentir obligé de se justifier, mais le fait que des amalgames, que les moyens de communication continuent encore à alimenter cet amalgame, nous n'avons pas le choix. Il faut expliquer et réexpliquer encore tant qu'il le faudra que l'islam, les musulmans dans leur écrasante majorité n'ont rien à voir avec ces actes-là. Voilà. Très bien. Restez avec nous, donc, Nordin Aoussat. Je me permettrai de vous interrompre à chaque fois que nous recevrons des appels. Nous commençons par Borhan. Borhan d'où, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, monsieur Benchino. Borhan d'Alger. D'Alger. Tfadal, c'est Borhan. Bonsoir. Je vous en prie. Oui, bonsoir, monsieur Benchino, et bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs d'El Mararibia. Merci, bonsoir. Dans mon raisonnement, là, je vais essayer de ne pas être plus royaliste que le roi. Tout d'abord, il faut dire que ces amalgames et ces raccourcis sont très très nombreux dans une situation pareille. C'est vrai que cette situation, celle des attentats, est une situation quand même très condamnable et injustifiable. Ensuite, si vous permettez, monsieur Benchino, je dois dire que depuis les attentats de novembre à Paris, et les derniers attentats à Bruxelles. Alors, à travers le satellite, il nous a été donné l'occasion nous a été donnée d'assister à des débats sur les plateaux des chaînes de télévision françaises. Et tous les intervenants, que ce soit les politiciens, que ce soit les experts, certains sont des experts dans le terrorisme, d'autres dans le communautarisme, tous ces intervenants ont convenu de deux choses. La première des choses, c'est que, entre parenthèses, ce qu'ils appellent ces radicaux, ont la nationalité des différents pays européens et qu'ils y sont même nés. La deuxième chose est que ces radicaux, dans la plupart, pour ne pas dire tous, n'ont jamais fréquenté une mosquée et que, bien au contraire, beaucoup ont même fait l'objet de condamnation pour des délits de droit commun. Alors, ces politiciens, ces experts et ces analystes savent très bien que, entre guillemets, ces terroristes n'ont rien à voir avec l'islam et les musulmans. Et là, la question à chaque fois qui se repose, alors, pourquoi cette stigmatisation systématique? Autre chose, je pense qu'à mon humble avis, que nous autres musulmans, nous ne devrions pas rentrer dans ce schéma d'excuses, d'une culpabilité qui ne nous concerne aucunement. C'est vrai qu'il faut condamner, il faut déplorer. De toutes les façons, et vous avez cité le cas de l'imam de Drancy, ces responsables musulmans, quand ils s'expriment d'une manière générale, ces 4 ou 5, comme l'a dit votre invité, semblent prêcher dans le désert. Et peu de gens, vraiment peu de gens, leur donnent crédit. Autre chose, M. Benchino, pourquoi est-ce qu'à chaque fois les musulmans devraient-ils constamment s'excuser? Est-ce que, par exemple, je prends le cas du CRIF en France, est-ce que le CRIF s'excuse ou se désolidarise des crimes commis par des juifs dans les territoires occupés contre les Palestiniens? Je ne dis pas qu'il faille approuver, mais s'excuser à chaque fois, pourquoi? Très bien. Je vous remercie, Borhan. Merci d'avoir appelé. J'espère que vous nous rappellerez souvent. Merci beaucoup. Iskandar Debbash est avec nous. Merci Iskandar d'être encore une fois avec nous. Iskandar. Bonsoir Jamal et bonsoir à tous les téléspectateurs ainsi qu'aux invités de l'émission. Bonsoir. J'aimerais m'adresser à votre invité, c'est-à-dire sur deux thèmes bien distincts. D'abord, j'aimerais pointer du doigt un peu la responsabilité d'organisations musulmanes en France telles que l'UOIF. À ma connaissance, à l'époque où cette organisation a été créée, c'est-à-dire en principe pour fédérer les mosquées et les organisations musulmanes de France,
Et je me souviens très bien, à l'époque du discours de Nicolas Sarkozy, à leur création, quand il a dit que c'était pour prévenir les dérives salafistes. Or, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on constate? On constate que une organisation comme l'UOIF, à part, c'est-à-dire de capter les fonds publics au titre de l'aide sociale, ou bien de capter des royalties sur la production et la vente de viande halal, ou l'organisation de voyages organisés à la Mecque, est-ce qu'ils ont mené un travail de prévention? Jamais. On les a jamais vus, par exemple, dans les cités, ou bien dans les prisons, ou ailleurs, ou avec des jeunes, ou mener un travail de fond, c'est-à-dire pour prévenir ce genre de dérive. Maintenant, une deuxième chose dont j'aimerais parler également, c'est Jamal, c'est... l'islam, ce sont pratiquement, dans le monde, c'est pratiquement 2 milliards de personnes. Mais 2 milliards de personnes qui ne sont fédérées par aucun clergé, c'est-à-dire, il n'y a rien pour les représenter. Donc, si vous voulez, n'importe qui, c'est-à-dire peut faire n'importe quoi, si vous voulez, c'est une sorte d'amalgame où les portes sont ouvertes à tous les courants d'air. Et n'importe qui pourrait faire n'importe quoi, c'est-à-dire en se réclamant de l'islam. Voilà pourquoi nous en sommes arrivés là, en fait. Et concernant justement ces terroristes, parce qu'on ne peut pas les appeler autrement que par le vocable de terroriste, parce que ce sont des terroristes, effectivement. De quoi s'agit-il? Il s'agit de jeunes issus d'un lumpen prolétariat dans les cités, qui ont déjà eu, en fait, issus des milieux interlopes des banlieues, et qui ont déjà eu maille à partir avec la justice, que ce soit dans le trafic de drogue, la prostitution, le petit et grand banditisme, et qui ont redécouvert, et donc qui étaient en fait en rupture avec l'islam et avec la religion, et qui ont redécouvert, qui se sont réislamisés dans les prisons. Mais là, ils se sont réislamisés, en fait, dans une interprétation de l'islam qui leur convient le mieux, c'est-à-dire dans une sorte d'interprétation qui leur est propre, qui est celle de la violence. Comme disait par exemple Alain Soral, ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est le prolongement naturel d'une baston d'en bas de l'immeuble. Voilà ce que c'est. Et donc, on a laissé, c'est-à-dire ces jeunes qui n'ont rien à voir avec l'islam, ils n'ont absolument rien à voir avec l'islam, aujourd'hui ils font n'importe quoi tout en se réclamant de cette religion. Et c'est ça justement une des principales dérives qui conduit à ce genre de ces situations. Merci Iskandar Debbash. Jamal Dahairi, merci Jamal d'être avec nous. Oui, bonsoir, monsieur Jamal Bechinouf. Bonsoir Jamal. Bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Oui. Alors, exprimez-vous, je vous en prie. Écoutez, je vais me permettre de parler juste un mot au nom de la Diaspora des Z pour présenter... Diaspora des Z, hein? Diaspora des Z, oui. Diaspora algérienne. Oui. De présenter mes condoléances au peuple belge, aux familles touchées par ce hydre qui nous fait penser toujours à chaque fois... quand il fait son attentat, il nous fait rappeler les 10 années qu'on a subi chez nous. Et c'est un hydre, il ne mérite même pas le nom d'islamiste. Quand vous dites chez nous, vous parlez d'Algérie pendant la fameuse décennie, la sinistre décennie noire ou la décennie rouge qui a connu 250 000 morts, pour ne parler que des morts. Exactement, M. Djamaldine. Ouais. Ça nous fait penser à chaque fois, il n'y a pas un Algérien qui n'a pas été touché dans sa chair, dans sa famille, dans ses amis, ses voisins, une connaissance. 250 000 morts, c'est immense. Aucun pays n'a subi ça dans le monde. Et on nous regardait dans les médias... Ah si, la Syrie est en train de subir... Oui, effectivement. La Syrie est en train de subir l'horreur dans le silence sidéral d'un peu tout le monde. Effectivement. Mais dans notre temps, nous, dans les années 90, on nous regardait, regardez ce qui se passe en Afrique. Ils s'entretuent. Juste des flashs comme ça, juste 2-3 secondes et ils font comme un fait divers. Les tours
Allô? Oui, oui, on vous écoute, Jamal. S'il n'y avait pas les 2 tours jumelles aux USA qui sont tombées et ils laisseront passer c'est là où ils ont connu le terrorisme. C'est là où ça a révélé que vraiment il y a quelque chose qui fait mal. Ils n'ont pas tué le truc dans l'œuf. Ils l'ont laissé proférer. Et là, toujours, c'est l'arabe. Quand on voit l'arabe, on voit en lui le musulman, on voit en lui l'islamiste. Merci, merci Jamal. Merci, je vous interromps parce qu'il y a trop d'appels. Je vais demander à nos intervenants d'intervenir de façon assez brève pour permettre à notre invité de pouvoir répondre aux questions qui ont été posées. Avec nous, Haj de Batna. Haj. Allô. Ahlan bik, Haj. Salam alaikum. السلام عليكم مشركة في جمال لاباس الحاج اهلا بك تفضل الحمد لله على كل حال تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل جو vous en prie في جمال مشرك لاباس لاباس يبارك فيك الحمد لله الله يبارك فيك يرحم والديك الحمد لله وعليكم السلام في جمال الدين مساء الخير مساء الخير تفضل الحاج باسكو ما عندناش الوقت لازمك ربي يعاونكم يا اخي ربي يعاونكم يرحم والديك ربي ينصر الاسلام والمسلمين وانا بوكو ادير مي hélas c'est un moment très court ربي يعاونكم وربي ينصر الاسلام وصلاة النبي بارك الله فيك سي الحاج بقى على خير بقى على خير معنا مصطفى دو فرانس. Oui, bonsoir Monsieur Jamaldine. Bonsoir Mustafa, ahlan bik. Premièrement, moi je condamne tout acte de terrorisme ou de violence, ولكن لا أعتذر parce que je ne suis pas concerné. Deuxièmement, il faut qu'il nous donne la définition du mot terrorisme. Comment appelle-t-on par exemple le pouvoir bouteflикiste qui empêche M. Ali Belhaj de faire même sa prière? Comment appelle-t-on les Américains qui ont tué plus de 1 million d'enfants en Irak? أنا أقول للإمام اللي راه معك اللي هو أراد يعني أن كما نقولوا لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد لما يتعلق الأمر بأرواح الأوروبيين والأمريكيين والإسرائيليين ولكن لما يتعلق الأمر بالمسلمين comment peut-on appeler M. Poutine qui tue maintenant en Syrie comment appelle-t-on les Français qui ont tué des populations civiles au Mali comment appelle-t-on M. Bachar el-Moujrim qui a tué plus de 500 000 personnes sous les yeux complices de tout هذا الغرب هذا اللي راه يتغنى بالديمقراطيه وحريه الانسان الى اخره. زيد اخي انا اقول لك الحل لا سوليسيون والله العظيم الغرب لا يرى السلم والاطمئنان الا اذا كما نقولوا يجب على الغرب ان يقف مع شرعيه الشعوب لا ليجيتيميتي دي بوبل عربو ميزولمان يقف مع شرعية الشعوب العربية المسلمة وليس مع الديكتاتوريين. سبحان الله مستحيل أنك أنت تساند الديكتاتور عندنا في الجزائر وتقول لي نحارب الإرهاب. سبحان الله العظيم. Ça c'est illégal, c'est pas normal. Merci Mustafa. Je suis obligé de vous interrompre. Il y a beaucoup d'appels et on n'a plus beaucoup de temps. Mohamed de Lille. C'est Mohamed de Lille. تفضل. Est-ce que Mohamed est toujours avec nous? Alors, qui avec Jamal de Marseille? Marseille, oui. Je vous en prie, si Jamal, tfadal. Bonsoir, Monsieur Jamaldine. Bonsoir. Donc, premièrement, j'aime bien, parce que là, les médias, ils nous disent que Monsieur X et Y, ils sont explosés et tout. Moi, je m'en fous des noms. Je veux savoir qui derrière ces noms-là, si vous voulez. Parce que là, maintenant, on a marre de cette thèse, si vous voulez, toujours. Il y a X, Y, c'est un Arabe, c'est un Algérien, c'est un Tunisien, c'est un Marocain, c'est ça. Ça y est, on a marre. Maintenant, on veut savoir qui sont derrière ces actes, parce que moi dans mon avis et mes analyses, je vois que c'est des gens, des délinquants qui sont financés par une force de la mondialisation, si vous voulez, parce que c'est pas une État maintenant, il n'y en a plus d'État, il y en a une monopole qui est la mondialisation, le capitalisme qui est en train de financer tout ça, parce que lorsqu'on fait les analyses aussi de voir Daesh, où ils ont fait raser la Syrie, l'Irak pour préparer tout ce Daesh, pourquoi ce Daesh n'est pas en Arabie Saoudite, pourquoi il n'est pas au Israël, pourquoi elle est là. Donc il faut arrêter, ne prenez pas le monde arabe et le monde musulman pour des camps. Je m'excuse par la façon de parler, mais ça c'est la vérité. Merci Mohamed de Lille. Ryan de Tizi Ouzou. Ryan.
Est-ce que Ryan est avec nous? Allô? Ryan, essayez de diminuer le son de votre téléviseur pour qu'il n'y ait pas de retour d'écho, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vous en prie, exprimez-vous. Il ne reste plus beaucoup de temps, je vous demanderai d'être assez bref. Ryan, de Tizi Ouzou. Est-ce que Ryan est avec nous? Oui. علي بورحلة دوغان من وهران. علي بورحلة تفضل. عين دفلة. بن شنوف. أهلا بك سي علي. الو علي تفضل. عين دفلة سي بن شنوف. أهلا بك سي علي. أهلا بك. سي بن شنوف. نعم. Je crois que la chaîne المغربية elle a fait un peu trop de cette affaire de Bruxelles. Ah bon? Dites-nous alors pourquoi. اسمح لي يا سي بن شنوف. تفضل, je vous en prie. C'est comme s'il n'y avait pas eu Ankara. C'est comme s'il n'y avait pas eu Gaza. C'est comme si Sarkozy, qu'est-ce qu'il a été faire en Libye? C'est pas du terrorisme. Sarkozy, اسمح لي العبارة يا سي بن شنوف, je vous respecte beaucoup. Un Mac, شوف l'affaire Betancourt. Un Sarkozy qui veut inscrire son nom dans l'histoire. يرحم بابك حبسوا لنا les chaînes européennes حبسوا من هذه l'affaire تاع بروكسل. حبسوا ça fait 4 jours ملي نحلوا التلفزيون Bruxelles, ça devient de l'autoflagellation. Allô? Très bien, on vous a entendu, on vous a écouté. Merci d'avoir exprimé votre avis. Nous prenons maintenant, je vous remercie, et nous prenons Ali de Paris. Ali Ben Bariz. Ali Ben Bariz. Allô? Allô, تفضل سي علي. Bonsoir, monsieur Jamaldine. Et je dis bonsoir à vos invités. Merci. Voilà, moi je vous dis que ceux qui ont créé Daesh, c'est les Saoudiens avec le concours de la CIA. Parce que leur émir, entre guillemets, il était bien à Guantanamo. Pourquoi on l'a libéré? Quand on trouve la réponse, on trouve la solution. Les Saoudiens, c'est le malheur de l'islam et des musulmans. Ils veulent instaurer le wahhabisme à travers tout le monde musulman. C'est les plus grands criminels, ces Saoudiens. Les pays du Golfe, avec le concours de la CIA et le concours des services secrets occidentaux. Tout le monde sait la vérité en Occident, que Daesh est une création des services secrets américains de la CIA avec le concours des pays du Golfe et en particulier l'Arabie Saoudite. Merci, wa alaykoum salam. Nous allons prendre un dernier appel. Et je m'excuse, il y a trop d'appels. Nous ne pouvons plus les gérer et nous arrivons à la fin de l'émission malheureusement. C'était prévu que nous restions plus que cela, mais pour des conditions un peu techniques, nous allons être obligés d'abréger un peu. Donc, معنا هواري d'Allemagne. السلام عليكم بشنوف. وعليكم السلام سي هواري تفضل. وما نقطعش على خويا. اهلا بك. شوف كاع اللي صرا في بريكسل هذا الشيء قال لك لواحد المعنى اللي دارها بيديه يحلها بسنيه. هما ربوهم زادوا عندهم وما يسالوا نفوسهم كيف حتى ولوا هذا المسلمين ماشي كيما المسلمين ماشي قتاله. المسلمين نقيين وموني با دي بارتي بصح خير منهم ويعيو كريتيكو فينا نقعدوا توجور دي ميزيلمون وحنا امه محمد صلى الله عليه وسلم وكاع ندخلوا الجنه وسمحوا لنا. Barakallahu fik, barakallahu fik. Merci beaucoup, merci à tous nos téléspectateurs. Je leur demande de ne plus appeler. Il reste à peine 5 minutes que nous allons consacrer à notre invité pour pouvoir, s'il pourra répondre à certaines questions. Il ne pourra pas certainement répondre à toutes les questions. J'aimerais d'abord passer un message. Il y a 2 jours, je crois, un téléspectateur a appelé Sada Shara. Il s'est présenté comme étant un oncle des frères Kouachi. Il a apporté un témoignage. Nous voudrions qu'il nous rappelle ou qu'il nous donne ses coordonnées pour que nous puissions le rappeler. C'est très important. Nous souhaitons lui parler au sujet de ces témoignages dont il nous a fait état. Donc, qu'il nous contacte au plus tôt. Merci beaucoup. Et je reviens à Nordin Aoussat. Nordin Aoussat, vous avez entendu les questions de nos téléspectateurs? Oui, j'ai entendu, mais bon... Vous allez avoir seulement 5 minutes pour essayer de brosser une synthèse. J'aimerais juste poser celle de Borhan, qui me semble
particulièrement importante. Pourquoi cette stigmatisation systémique et systématique de la communauté musulmane à chaque fois qu'il y a un attentat? Écoutez, donc cet amalgame et cette stigmatisation systématique, je dirais, ça relève un peu de l'entreprise de propagande islamophobe, bien entendu. Je vais vous montrer, il n'y a pas plus grande stigmatisation que cette une de Marianne qui est apparue il y a quelques mois. Regardez, ça c'est la meilleure, je dirais, des stigmatisations qu'on a jamais eues à voir sur un magazine ou un journal. L'islamisme, notre ennemi. Pardon? L'islamisme, notre ennemi. Non, 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 non. Ah, des Omeyyades à Daesh. Ouh là là, des Omeyyades à Daesh, l'islamisme, notre ennemi. Eh bien, comme quoi. Alors, vous voyez bien que la stigmatisation ne concerne pas que les vivants, mais ça concerne même les morts il y a de cela plus de 10 siècles, 12 ou 14 siècles même. Donc vous voyez bien que des Omeyyades, donc les Omeyyades, ils deviennent des islamistes et ils sont nos ennemis, c'est-à-dire nous, les Occidentaux. S'il y a plus grande stigmatisation que cette une de Marianne, je dirais qu'il n'y a pas pire. Et pas plus loin qu'avant-hier, le Parisien, regardez. Alors, ces tueurs, ça pourrait être nos voisins. Ouh là là. Voilà. Ouh là là. C'est la théorie de l'ennemi intérieur qu'on nous ressort. Voilà. Donc, attendez, le pire, que ces propos, d'après le Parisien, c'est dit par une musulmane. Ah, c'est une musulmane, donc, qui stigmatise encore les musulmans. Oh là là. Oh là. Comme quoi, M. Chelroumi n'est pas seul. Il a de la compagnie. Non. C'est pas tant que ça, c'est pas tant que ça. C'est pour dire combien cette entreprise d'amalgame, de stigmatisation, d'essentialisation, c'est-à-dire qu'il y a une essence chez les musulmans d'avoir cette propension à être violent, d'avoir cette propension à agir de cette façon-là. Et c'est ce qu'il faut casser. Donc les frères qui vivent en Algérie, qui sont intervenus tout à l'heure, même s'ils semblent connaître plus ou moins le contexte français, je pense qu'ils se trompent. Nous, les musulmans qui vivons ici, en France, depuis des dizaines d'années, ou ceux qui sont nés ici, nous avons un grand travail de pédagogie, un grand travail de communication à faire pour casser les amalgames. Je vais vous citer juste un exemple pour dire, tout à l'heure, mon prêche du vendredi d'aujourd'hui, sur le minbar, puisqu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui semblait dire pourquoi l'imam, pourquoi pas l'imam. Eh bien, l'imam que vous avez en face de vous, aujourd'hui, dans le prêche du vendredi, est remonté et a cité une étude qui a été faite par l'Institut international des praticiens de la médecine contre la guerre, et qui ont dit qu'il y a eu près de 1 300 000 musulmans morts rien qu'en Irak, en Afghanistan et au Pakistan. Et si on doit remonter encore plus loin, pendant la période de l'embargo 91 jusqu'à 95-96 des États-Unis contre l'Irak, il y a eu au minimum 500 000 morts et au maximum 1 600 000 morts. Tout cela, je l'ai dit tout à l'heure au minbar sur la chair, parce que c'est une vérité. Mais cela ne justifie en rien ces attentats aveugles commis par ces gens-là. C'est pas parce que l'Occident a commis des massacres et commet encore des massacres dans les pays musulmans que des gens, au nom de l'islam, puissent agir de façon aussi aveugle en faisant exploser des bombes. Nordin Aoussat, je vais être obligé de vous interrompre. C'est dommage, ce que vous dites est très intéressant. Vous ne pourrez malheureusement pas répondre à d'autres questions, comme celle de Iskandar Debbash sur l'UOIF, sa véritable utilité au sein de la communauté en France. Qu'est-ce que fait l'UOIF en fait, et quelle est sa véritable utilité? Sinon, donc, je voudrais remercier nos invités et je voudrais remercier les téléspectateurs qui nous ont appelés. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de ce qui était prévu en termes d'horaire.
Nous nous en excusons. Salam alaikum. Bqaw ala khair. Bislama.